Revenu universel, revenu de base ou encore revenu d'existence. Toutes ces propositions désignent une même idée, celle de distribuer périodiquement et sans condition une somme d'argent à tous les citoyens. Selon ses défenseurs, le revenu universel permettrait de réformer un système de redistribution défaillant et ainsi de lutter plus efficacement contre des inégalités et une précarité croissante. Mais qu'est-ce qui cloche dans notre système de redistribution? Et en quoi le revenu universel est-il une solution? Est-il réalisable d'un point de vue financier? Et si oui, comment l'implémenter? Plus important encore, quelles seraient les conséquences du revenu universel sur les Françaises et les Français? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, accrochez-vous, car on va parler fiscalité, finances publiques et même philosophie, tout en douceur. Le revenu universel est loin d'être une idée nouvelle. Il a été mentionné pour la première fois au XVIe siècle par le philosophe humaniste anglais Thomas More dans son ouvrage L'Utopie. L'auteur y décrit une société idéale où chacun serait assuré des moyens de sa subsistance par le travail de la communauté. L'idée sera reprise et approfondie par plusieurs penseurs tentant d'esquisser leur société idéale, comme l'intellectuel anglais Thomas Paine au XVIIIe siècle et le socialiste utopique belge Joseph Charlier au XIXe siècle. Au XXe siècle, deux conceptions du revenu universel se formalisent, une conception dite libérale et une autre dite socialiste. Ces deux conceptions reposent sur les mêmes fondements. Le revenu universel est une somme d'argent versée périodiquement, individuellement et universellement, c'est-à-dire à tous, sans condition de ressources ni obligation ou absence de travail. L'objectif principal est ainsi de donner à chacune et à chacun le minimum pour vivre. Selon la conception libérale, le revenu universel vise avant tout à remplacer un maximum d'aides sociales dans un objectif de simplification du système de redistribution de l'État. Parmi ses défenseurs, on retrouve l'économiste américain néolibéral Milton Friedman, qui proposa de substituer le système d'aide sociale par un impôt négatif, c'est-à-dire un impôt dont le taux d'imposition sur la part de revenus que vous devez à l'État est négatif en dessous d'un certain niveau de revenu. En d'autres termes, les personnes les plus modestes ne paieraient aucun impôt. Au contraire, ils recevraient de l'argent de l'État. C'est cette conception que l'on retrouve dans la majorité des propositions et expérimentations contemporaines du revenu universel. Quant à la conception socialiste, l'esprit est bien différent. Ici, le revenu universel vise à émanciper les individus du travail. Contrairement à la conception libérale, le revenu universel, en plus d'éventuelles aides sociales supplémentaires, doit être entièrement suffisant pour vivre sans travailler. Ainsi, les individus pourraient refuser des conditions de travail indignes et se consacrer à plusieurs activités individuelles ou d'intérêt général, rémunérées ou non, dans divers domaines comme la culture ou la santé. André Gorz, intellectuel écologiste français, théorise cette conception à travers sa proposition de revenu inconditionnel suffisant. L'ensemble des propositions contemporaines de revenu universel s'inscrivent dans l'une des deux conceptions. Elles diffèrent ainsi sur le montant accordé et les aides sociales à substituer, mais toutes visent à améliorer notre système de redistribution. D'ailleurs, qu'est-ce qui ne va pas avec le système actuel? Pour comprendre ce qui ne va pas avec le système actuel, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les minima sociaux. Les minima sociaux désignent l'ensemble des prestations visant à assurer aux personnes les plus modestes un minimum de revenus pour vivre dignement. Les principales prestations sont le revenu de solidarité active ou RSA et la prime d'activité. Instauré en 2009, le RSA est une prestation sociale mensuelle versée par l'État sous condition aux foyers possédant de faibles ressources qui en font la demande. Selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou DREES, près de 2 millions de foyers ont perçu le RSA en juillet 2021. Il existe deux types de RSA, le RSA socle et le RSA jeune. Le RSA socle est destiné aux personnes de moins de 25 ans qui résident en France et dont les revenus mensuels moyens des 3 mois précédant la demande sont inférieurs au montant du RSA correspondant au foyer. Le RSA jeune, lui, est destiné aux personnes âgées entre 18 et 24 ans qui résident en France et qui ont exercé une activité professionnelle pendant au moins 2 ans durant les 3 ans précédant la demande. À noter que cette dernière condition ne s'applique pas pour les parents isolés. Pour ces derniers, l'attribution du RSA jeune est automatique et sans condition. Quant à la prime d'activité, elle a été instaurée en 2016 à partir de l'ex-RSA activité. Il s'agit d'un complément de revenu mensuel versé par l'État sous condition aux foyers travaillant et possédant de faibles ressources qui en font la demande. Selon l'adresse, 4,45 millions de foyers ont perçu la prime d'activité en juillet 2021.
La prime d'activité est destinée aux personnes de plus de 18 ans, résidant en France, ayant une activité salariée ou indépendante ou étant étudiant salarié ou apprenti, à la condition de percevoir au moins 980 € net durant un minimum de 3 mois, percevant un revenu compris entre 285 et 1800 € net par mois, et respectant les plafonds de revenus correspondant à la composition de la famille. Concernant le montant de ces aides, le RSA débute à 575 € par mois pour les personnes seules. Il augmente pour les couples, puis avec le nombre d'enfants pour atteindre un maximum de 1200 € pour les couples avec 2 enfants. Au-delà de 2 enfants, 230 € sont ajoutés par enfant. Pour la prime d'activité, c'est plus compliqué. Le montant repose sur un calcul entre une base à 560 €, les revenus du demandeur et une bonification individuelle. Mais pour vous donner un ordre d'idée, une personne seule et sans enfant avec un salaire de 1300 € net par mois percevra 140 € par mois. Pour un couple avec 2 enfants à charge, l'un au SMIC et l'autre percevant 1550 € net de salaire, sera 200 € par mois. Le financement du RSA et de la prime d'activité repose principalement sur les recettes de l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou IRPP. Le principe de l'IRPP est de prélever à chaque foyer une part de ses revenus selon un taux d'imposition variant selon ce dernier. En d'autres termes, plus vous êtes riche, plus le taux d'imposition est élevé, et donc plus l'État vous prélève de revenus. On compte aujourd'hui 5 tranches d'imposition en France, avec des taux variant de 0 à 45%. À noter que l'administration fiscale dispose d'outils appelés dépenses fiscales pour réduire ses impôts pour différentes raisons, telles que l'abattement fiscal, qui est une déduction appliquée à un montant donné, comme une réduction de 10% sur les frais professionnels, la réduction d'impôt, qui est une somme soustraite du montant de l'impôt, c'est ce qui se passe lorsque vous faites un don à une association par exemple, et le crédit d'impôt, qui est également une somme soustraite du montant de l'impôt, par exemple pour les frais de garde d'enfants. Mais contrairement à la réduction d'impôt, le crédit d'impôt est remboursé totalement ou partiellement dans les cas selon certaines conditions. Les dépenses fiscales permettent à l'État de subventionner plus précisément l'emploi, les dépenses prioritaires et sociales et l'activité associative. Toutefois, elles représentent aussi un manque à gagner de 34 milliards d'euros pour l'État et sont souvent critiquées pour favoriser principalement les plus hauts revenus. Le non-recours est un phénomène désignant l'ensemble des personnes éligibles à une aide sociale mais qui ne la réclament pas. Il permet ainsi de mesurer l'accessibilité d'une aide sur le public visé. Et malheureusement, le non-recours est assez élevé pour nos minima sociaux. Dès 2011, soit seulement 2 ans après l'instauration du RSA, la Commission d'évaluation et l'Observatoire des non-recours aux droits et services estimaient qu'un tiers des personnes éligibles ne l'avaient pas demandé, un taux montant jusqu'à presque 70% pour les personnes éligibles à l'ancêtre de la prime d'activité, le RSA Activité. Aujourd'hui, le phénomène persiste toujours. En 2018, l'adresse estimait qu'un tiers des foyers éligibles au RSA seraient non recourants chaque trimestre, et un foyer sur 5 le serait de façon pérenne sur une année. L'adresse avance le même taux de non-recours, un tiers, pour la prime d'activité en 2016, tout en ajoutant que cette mesure est imprécise du fait du manque de données sur les revenus des personnes éligibles. Plusieurs raisons permettent d'expliquer ce non-recours. Parmi elles, on peut citer le manque d'informations sur les minima sociaux. En effet, certains ne connaissent pas leur existence, ou ne savent pas qu'ils y sont éligibles. De plus, les démarches administratives pour réclamer ces aides sont critiquées pour leur lourdeur, leur complexité, leur caractère intrusif, au point qu'elles peuvent parfois décourager les bénéficiaires à accepter un CDD ou un contrat d'intérim, par crainte de perdre ces minima et de ne pas pouvoir les récupérer après leur contrat. C'est ce que l'on appelle une trappe d'inactivité, un phénomène s'opposant à une politique de retour à l'emploi. D'autre part, les montants du RSA de la prime d'activité étant recalculés tous les 3 mois, cela peut induire une forte variabilité des revenus, n'encourageant pas un retour à une situation stable. Enfin, face à la stigmatisation croissante des bénéficiaires des minima sociaux par plusieurs personnalités politiques et médiatiques, plusieurs personnes refusent d'être identifiées à cette catégorie, ou même refusent le principe de dépendre d'une aide sociale. Ces personnes préfèrent se débrouiller par elles-mêmes, en particulier celles qui disposent d'un emploi et qui sont diplômées. Mais le non-recours n'est pas la seule faiblesse des minima sociaux actuels. On pourrait aussi parler du versement des aides à un foyer et non à des individus. Aujourd'hui, le montant du RSA couple vaut 1,5 fois celui du RSA célibataire. Ainsi, il est plus avantageux pour un couple de ne pas se marier ni de se pacser, afin que chacun touche un RSA célibataire. De plus, le RSA couple n'est versé qu'à un des 2 membres du couple, généralement l'homme, ce qui peut créer une dépendance financière pour l'autre membre.
pourrait également parler du manque d'accessibilité de ces minima pour les jeunes. Comme on l'a vu auparavant, le RSA jeune n'est destiné qu'aux 18 et 24 ans, ayant déjà exercé une activité professionnelle. Il exclut donc tous ceux qui suivent des études. Face à ces limites, le revenu universel apporte des solutions. Son universalité et son inconditionnalité, ainsi que son montant fixe, permettent d'éradiquer le non-recours en supprimant les démarches administratives, en apportant de la stabilité pour les bénéficiaires et en échappant à une logique de déclassement social. À noter que ces éléments permettent également de soutenir financièrement les 18-24 ans dans leurs études. Quant à son caractère individuel, il permet à un couple de percevoir davantage le revenu tout en garantissant l'indépendance de chacun de ses membres. Ainsi, le revenu universel se veut être une solution plus simple et plus accessible que les minima sociaux actuels. Mais est-ce une solution réalisable d'un point de vue budgétaire? Et surtout, est-ce une solution plus efficace que le RSA à la prime d'activité? Pour répondre à ces questions, on va s'intéresser à la proposition de revenu universel de Jean-Éric Yafil, professeur d'économie à la Sorbonne et membre du Mouvement français pour le revenu de base depuis 2013. Entre 2012 et 2017, il travaille sur une thèse de doctorat en économie portant sur la pertinence théorique et la mise en œuvre d'un revenu universel en France. Dans cette thèse, il propose une réforme socio-fiscale intégrant un revenu universel et simule les effets redistributifs de cette-ci sur un échantillon de plus de 800 000 individus représentatifs de la population française, collectés par les économistes Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez. Ainsi, Yafil propose un revenu universel à 550 euros, remplaçant le RSA et la prime d'activité. Un impôt prélevé dès les premiers euros gagnés au-delà du revenu universel, avec un taux d'imposition à 34% pour les 3 premières tranches, contre 0, 14 et 30% actuellement. Que l'assiette de l'impôt soit constituée du revenu imposable, la plupart des dépenses fiscales étant supprimées et compensées par 34 milliards d'euros de subventions ciblées. Que l'impôt soit individualisé, contrairement à aujourd'hui où il est payé par foyer. Toutefois, l'auteur précise que sa réforme pourrait intégrer un système de quotient conjugal, c'est-à-dire un allègement d'impôt pour les couples vivant officiellement ensemble. Que l'actuel quotient enfant de l'impôt sur le revenu soit remplacé par une allocation annuelle de 185 euros par enfant de 0 à 13 ans et de 250 euros par enfant de 14 à 17 ans. Et enfin, qu'une aide spécifique sous condition de 240 euros soit prévue pour les familles monoparentales. Voilà pour la réforme. Regardons maintenant l'effet sur le budget de l'État. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau tiré de la thèse de Yafil, en s'appuyant sur les données officielles et la simulation, on tombe sur une hausse des dépenses et recettes d'environ 350 milliards d'euros et un équilibre à 400 millions d'euros près. Alors ça a l'air beaucoup dit comme ça, mais n'oublions pas qu'on parle d'un État, c'est-à-dire d'une entité prélevant et dépensant des centaines de milliards d'euros chaque année. Même si ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi, l'État peut se permettre des marges de manœuvre de l'ordre du million, ce que toute entreprise ou particulier ne peut pas. Par ailleurs, on peut constater que de la marge, l'État en a. Avec la réforme de Yafil, les dépenses s'élèvent à environ 420 milliards d'euros et les revenus à 520 milliards d'euros, soit un excédent de 100 milliards. Bref, niveau budgétaire, tout va bien. Regardons maintenant les effets redistributifs, c'est-à-dire l'impact de la proposition de réforme de Yafil sur les revenus de la population. Les chiffres suivants sont donnés par rapport à une situation où aucun système de redistribution n'est appliqué. Ces deux graphiques présentent la variation du revenu mensuel disponible en euros et en pourcentage selon le salaire brut. Ce que l'on constate, c'est que la réforme est efficace pour les ménages modestes et une partie de la classe moyenne. En effet, jusqu'à 3 000 euros bruts, le revenu mensuel disponible augmente de 100 à 400 euros, soit une augmentation de 5 à 20%. Au-delà de 3 000 euros bruts, la situation est plus contrastée. Le revenu disponible commence à diminuer pour les personnes seules, puis pour les familles monoparentales et les couples sans enfants. La diminution atteint un maximum de 400 euros, soit une diminution d'un peu plus de 5% du revenu mensuel disponible. Pour avoir une analyse plus fine des résultats, regardons la répartition des individus gagnants et perdants à la réforme par décile de niveau de vie. Oui, parce que l'ensemble des revenus moyens de la population française est découpé par tranche égale de 10%. Sur ce graphique de l'INSEE, vous avez le niveau moyen de vie par décile en 2019. Et là, ça devient intéressant, car sur l'ensemble de l'échantillon de la simulation, la moitié des individus voient leurs revenus augmenter grâce à la réforme. De plus, sur l'ensemble de l'échantillon, 60% voient une variation de l'ordre de 10% de leurs revenus, soit une augmentation relativement modeste. Parmi les 40% restants,
15% observent des pertes supérieures à 10%. Les individus concernés disposant pour la plupart de revenus annuels bruts supérieurs à 50 000 euros. Et 25% de l'échantillon des gains supérieurs à 10%. Les individus concernés disposant pour la plupart de revenus annuels bruts inférieurs à 20 000 euros. En bref, la réforme socio-fiscale de Yafi semble fonctionner. Elle permet une augmentation significative des revenus des individus les plus modestes, le tout sans nuire à l'équilibre des finances publiques. À travers sa thèse, Yafi a démontré qu'il est possible d'implémenter un revenu universel sans mener l'État français à la faillite. De plus, cette proposition n'est pas la seule. En 2011, l'ingénieur et économiste Marc de Basquiat proposait lui aussi un revenu universel. À partir d'une simulation avec le même échantillon de population que Yafi, de Basquiat obtient des résultats satisfaisants. L'équilibre des finances publiques est assuré et la redistribution est améliorée. Celui-ci comprend une allocation universelle de 100 euros par mois pour les mineurs et de 400 euros par mois pour les majeurs, un taux d'imposition unique pour l'impôt sur le revenu à 20%, un taux de cotisation à 12% pour la cotisation sociale généralisée, un taux de cotisation sociale patronale à 25% pour les salariés et 20% pour les non-salariés, et une nouvelle taxe sur le patrimoine et le foncier appelée taxe sur l'actif net avec un taux de 1%. Malheureusement, tout n'est pas parfait. La proposition de Yafi, comme celle de Basquiat, soulève plusieurs questions d'ordre politique et moral, loin d'être négligeables. Revenons sur les résultats de la proposition de Yafi et intéressons-nous aux individus entre les déciles 3 et 5, sur les individus disposant d'un revenu entre 20 000 et 30 000 euros par an. Ce que l'on constate, c'est qu'entre les déciles 3 et 4 et 4 et 5, respectivement 24 et 44% des individus sont perdants à la suite de la réforme de Yafi. Pire encore, respectivement 3 et 10% perdent plus de 10% de leurs revenus. Pourtant, les individus de ces déciles sont loin d'être considérés comme aisés. Ils appartiennent en réalité à la classe moyenne. La proposition de Yafi repose quasi exclusivement sur l'impôt sur le revenu. De fait, elle conduit à solliciter davantage l'ensemble du contribuable, y compris les classes moyennes. Mais est-il juste de diminuer les revenus d'une partie de la classe moyenne? Pas sûr. Dans sa thèse, Yafi a conscience de cette faiblesse. Et pour y remédier, il propose par exemple de réduire le poids du financement par l'impôt en s'appuyant sur une taxation des produits de luxe, du patrimoine et du foncier, ou encore en usant de la création monétaire. De Basquiat va plus loin en proposant un taux d'imposition unique et une taxe ciblant le patrimoine et le foncier. Ainsi, sa proposition n'impacte que très légèrement les déciles de la classe moyenne, l'évolution étant inférieure à 1%. Mais la question de la contribution des classes moyennes n'est pas la seule. Il y a aussi la question de l'inconditionnalité du revenu universel. En effet, le revenu universel est versé sans aucune condition, notamment de retour à l'emploi. Or, l'emploi au-delà des chiffres du chômage est un vecteur d'intégration sociale primordial. Il permet à tous de contribuer à la société, de construire des relations sociales et de donner du sens à sa vie. Selon les théories économiques classiques, les aides sociales trop généreuses pourraient créer un effet désincitatif au retour à l'emploi, les bénéficiaires préférant ne pas reprendre un emploi grâce à cette source de revenus. Cette question est d'ailleurs d'actualité avec le conditionnement du RSA à 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, proposé par le président de la République, Emmanuel Macron, lors des élections présidentielles de 2022. Cependant, plusieurs éléments viennent remettre en cause cette critique. Tout d'abord, le montant du revenu universel, 550 euros par mois pour Yafi, 400 euros par mois pour De Basquiat, soit des montants encore loin du seuil de pauvreté fixé par l'INSEE en 2020 à 1102 euros par mois pour une personne vivant seule par exemple. De fait, même si le revenu universel peut aider les individus les plus modestes, il ne peut pas, dans la majorité des cas, être suffisant pour vivre. D'autre part, comme on l'a vu plus tôt, ce n'est pas l'allocation en elle-même qui décourage l'individu à reprendre un travail, mais son instabilité. De peur de voir ses revenus diminuer drastiquement après 3 mois, plusieurs bénéficiaires préfèrent ainsi ne pas prendre d'emploi à durée déterminée. Enfin, les enquêtes sociologiques ont démontré que les personnes exclues de l'emploi veulent pour la plupart reprendre un travail, même si celui n'augmente pas leurs revenus. On peut citer les travaux de Yannick Lorty à la fin des années 90, décrivant le phénomène de pauvreté laborieuse, concernant des centaines de milliers de salariés touchant un revenu inférieur à ce qu'ils pourraient toucher sans travailler. Ou encore l'étude du Crédoc, réalisée en 2014, selon laquelle le travail serait un devoir pour la société pour 71% des Français. Toutefois, cette question philosophique persiste. Est-il juste de verser un revenu à tous sans condition, à ceux qui ne travaillent pas,
tout comme à ceux qui n'en ont pas besoin, notamment les plus riches des citoyens? Et au-delà de ces questions très théoriques, que vaut le revenu universel en pratique? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution, l'expérimentation. Plusieurs États ont déjà implémenté et mesuré les effets d'un revenu universel sur un échantillon de leur population. Ainsi, dans la partie qui va suivre, on va s'intéresser à deux expérimentations dans deux pays différents, le Canada et l'Espagne. Dans les années 70, la lutte contre la précarité et les inégalités est un sujet majeur en Amérique du Nord. Plusieurs économistes se penchent sur la question et mènent des expérimentations pour tester de nouveaux dispositifs, dont le revenu universel. Inspirés par ces expérimentations, le gouvernement fédéral du Canada et la province du Manitoba mobilisent 17 millions de dollars pour une expérimentation du revenu universel, le programme MINCOM. Cette expérimentation s'est déroulée entre 1974 et 1979 et concernait les villes de Winnipeg et de Dauphin, soit à l'époque près de 460 000 habitants. Fait particulier, l'ensemble des habitants de la ville de Dauphin, soit 10 000 habitants, étaient éligibles au revenu universel, contrairement à ceux de Winnipeg répartis aléatoirement dans un groupe de contrôle ou un groupe de traitement. Dauphin représentait alors un groupe dit de saturation, les économistes espérant observer des résultats macroéconomiques à l'échelle d'une ville. Chaque famille recevait, selon le nombre de membres, un revenu garanti entre 3 800 et 5 480 dollars, qui était réduit selon un certain pourcentage pour chaque dollar gagné par une activité. Trois pourcentages étaient testés, 35, 50 et 75%, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Malheureusement, aucun rapport final n'est produit. Le gouvernement fédéral se désintéressant de l'expérimentation. Les données ont néanmoins été rendues publiques, laissant leur analyse des initiatives individuelles, comme celle des économistes Derek Hume, Wayne Simpson et Evelyn L. Forget. Ceux-ci établissent les quelques résultats suivants. Le programme MINCOM a conduit à de faibles effets sur le marché du travail, avec une légère diminution du nombre d'heures travaillées. 1% pour les hommes, 3% pour les femmes mariées et 5% pour les femmes célibataires. Une diminution du taux de fécondité des femmes de moins de 25 ans. Une diminution des hospitalisations, notamment pour les accidents domestiques et professionnels, ainsi que pour les maladies mentales. Et une augmentation du taux de réussite au grade 12 de l'école secondaire, l'équivalent de notre terminale, les adolescents ayant plus de temps pour se consacrer à leurs études. Le bilan de cette première expérimentation est encourageant, en particulier à la vue de la grande taille de l'échantillon. Cependant, les résultats restent à approfondir, notamment le lien direct entre revenu universel et bien-être et santé. Pour la deuxième expérimentation, on part à Barcelone, en Espagne. Entre 2017 et 2019, la municipalité de Barcelone, avec le soutien de l'Union européenne, a mobilisé 17 millions d'euros pour le programme BMINCOM, une expérimentation du revenu universel sur 1000 foyers provenant de 15 quartiers parmi les plus pauvres de la ville. L'objectif était de mesurer les effets du revenu universel, mais aussi de variantes conditionner la participation à des programmes publics d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat social et solidaire ou de rénovation immobilière, ou encore d'une variante avec un montant variable selon les revenus gagnés par une activité. Cela a mené à la constitution d'une dizaine de groupes de traitement et d'un groupe de contrôle, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Le montant du revenu universel du programme était d'au moins 660 euros et pouvait augmenter selon le nombre de personnes du foyer. À noter que 25% des participants percevaient leur allocation sous la forme d'une monnaie locale, la REC, la municipalité voulant également tester un nouveau modèle favorisant l'économie locale et les circuits courts. Les résultats du programme BMINCOM sont les suivants. Une réduction significative de la précarité matérielle, de l'insécurité alimentaire et du mal-logement. Une réduction des dettes domestiques, notamment envers des amis ou de la famille. Une amélioration du sentiment de bien-être, notamment grâce à une meilleure stabilité financière. Une légère amélioration de la santé des participants. De faibles effets sur le marché du travail. Des résultats encourageants concernant l'émancipation des femmes, certaines ayant pu dédier plus de temps à des activités professionnelles ou associatives et moins aux activités domestiques. Des résultats positifs concernant l'intégration sociale des participants dans la ville, en particulier pour ceux ayant suivi un programme public. Et enfin, des résultats mitigés concernant la monnaie locale, celle-ci ayant conduit à des changements d'habitude de consommation, mais pas suffisants pour bénéficier à l'économie locale. En résumé, cette expérimentation est globalement positive, même si des limites sont à noter concernant la durée de l'expérimentation, de seulement 24 mois, et le profil des participants, ceux-ci provenant uniquement des quartiers les plus pauvres de la ville. Mais surtout, ces résultats font écho à ceux obtenus par le programme canadien, ainsi que par de nombreuses autres expérimentations. Une réduction significative de la précarité, une amélioration de la santé et du bien-être des populations les plus modestes,
et l'absence d'effets désincitatifs sur le travail, voire l'apparition d'effets contraires où les bénéficiaires consacrent leurs nouvelles ressources à des investissements matériels ou en formation. Aujourd'hui, plusieurs pays ont expérimenté le revenu universel, certains à petite échelle comme l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni, d'autres ont testé des variantes avec des conditions de revenu, d'âge ou de retour à l'emploi comme la Finlande, les Pays-Bas et la Corée du Sud. D'autres encore le testent avec une optique de développement économique, comme en Ouganda et au Kenya. Si vous voulez en savoir davantage, vous trouverez en description une carte recensant l'ensemble des expérimentations en cours ou terminées. Mais qu'en est-il de la France? À ce jour, aucune expérimentation n'a été initiée par l'État, mais des collectifs se mobilisent. Par exemple, en 2018, 18 départements ont porté une proposition de loi pour expérimenter un revenu universel dans leur collectivité, mais celle-ci n'a pas été débattue par l'Assemblée nationale. En 2020, un rapport sur la faisabilité d'un revenu universel a été approuvé par l'Assemblée de Corse, ouvrant la voie à une expérimentation sur l'île. La proposition a été coélaborée avec l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, ou AIRE, fondée par Marc de Basquiat, et propose un revenu universel de 500 € par mois pour tous les habitants et habitantes de Corse. En 2021, l'association Mon Revenu de Base a lancé un financement participatif pour organiser une expérimentation du revenu universel. Elle a pour objectif de mesurer les effets d'une allocation inconditionnelle de 1 000 € par mois sur une personne tirée au sort. Enfin, depuis 2017, le collectif Monnaie Libre expérimente un revenu universel à l'aide d'une crypto-monnaie et de la création monétaire régulière, équitable et sans dette de chacun des participants. Tout d'abord, résumons les principaux éléments de cette vidéo. Le revenu universel, ou revenu de base ou encore revenu d'existence, est une somme d'argent versée périodiquement, individuellement et universellement, c'est-à-dire à tous, sans condition de ressources ni obligation ou absence de travail. L'objectif principal est ainsi de donner à chacune et à chacun le minimum pour vivre. Le revenu universel vise à corriger les carences de l'actuel système de redistribution fondé sur le RSA et la prime d'activité que sont la complexité administrative, l'instabilité des revenus versés, le versement par foyer et non par individu et le jugement de la société. Le revenu universel est techniquement réalisable sans bouleverser les équilibres budgétaires. Son financement reposerait principalement sur l'impôt, mais pourrait ainsi intégrer les revenus de taxes visant les citoyens les plus aisés. Ces effets sur les classes modestes sont positifs et significatifs, mais ceux sur les classes moyennes sont plus contrastés, voire négatifs, en fonction de leur contribution au dispositif. Enfin, le revenu universel et ses variantes comme une allocation universelle sous conditions ont déjà été expérimentées. Pour la plupart, les expérimentations aboutissent au même résultat, une réduction de la précarité, une amélioration du bien-être et de faibles, voire l'absence d'effets négatifs sur le marché de l'emploi. Alors que penser du revenu universel? Est-ce une proposition suffisamment intéressante pour engager du temps et des ressources dans son implémentation? Bien pour ma part, je pense que non. Ouais, tout ça pour ça. Quand on prend un peu de recul, plusieurs des carences du système actuel sont rectifiables sans revenu universel. Le non-recours à la complexité administrative? Implémentons le versement à la source, comme Emmanuel Macron l'a proposé lors de la campagne présidentielle de 2022, et simplifions toutes les démarches. L'instabilité des versements? Changeons les règles de calcul pour que le montant ne soit pas recalculé tous les trimestres, mais tous les ans par exemple. Le versement par foyer? Là encore, offrons la possibilité d'un versement individuel. La situation des jeunes? Élargissons le RSA ou mettons en place un RSA étudiant, comme plusieurs candidats de gauche l'ont proposé lors des élections présidentielles de 2022. En fait, le système de redistribution français n'est pas si mauvais. Il y a juste quelques défauts, comme tous les systèmes, mais aucun remettant en cause ses fondements. De plus, même si les simulations de Yafi et de Basquiat aboutissent à une redistribution satisfaisante pour les individus les plus modestes, ces résultats sont reproductibles avec le système actuel, si on augmentait les impôts et taxes des classes moyennes et aisées par exemple. En fait, pour un pays comme la France, le revenu universel ne changerait pas grand-chose. C'est peut-être aussi pour cela que le revenu universel ne suscite qu'un engouement limité dans les pays disposant d'un système social effectif, comme les pays européens. Alors qu'aux États-Unis ou en Afrique, où les inégalités sociales sont bien plus fortes, de nombreuses expérimentations ont été menées. Pourtant, le revenu universel n'est pas une idée à rejeter entièrement. D'une part, il peut servir de base de réflexion à des sociétés ne disposant pas de système social satisfaisant, ou cherchant à apporter une solution juste à une population spécifique, comme les jeunes. C'est tout le principe de l'expérimentation en cours en Corée du Sud, où le revenu universel vise à lutter contre la précarité des étudiants et jeunes sans emploi. D'autre part, il peut être un outil bien plus intéressant si on change de paradigme économique. Vous vous rappelez les conceptions libérales socialistes du revenu universel? Les propositions de Yafi et de Basquiat s'inscrivent dans la conception libérale, substituer des aides existantes par une nouvelle allocation universelle. Mais surtout,
Elle s'inscrit dans des logiques économiques actuelles, c'est-à-dire celle d'une économie capitaliste néolibérale, où la propriété privée et l'accumulation de capitaux sont les normes. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des propositions de revenu universel sont des conceptions libérales et non socialistes, puisque on ne vit pas dans un monde socialiste. Mais si on changeait de logique, on pourrait tout à fait imaginer une société, à l'image de celle de Thomas More, où tout citoyen percevrait un revenu minimum pour vivre, c'est-à-dire pour boire, manger, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire, tout en consacrant une part de son temps pour la société et une autre part pour lui. On pourrait aussi imaginer que le foncier, c'est-à-dire la terre, ainsi que les entreprises, soient toutes détenues par l'État, par des collectifs de citoyens. De fait, aucun citoyen ne pourrait acquérir une quantité de richesse suffisamment grande pour créer une inégalité justifiant un système de redistribution comme le nôtre. Cette société serait plus simple, plus homogène, peut-être plus enviable que la nôtre, mais une société où la subsistance de chacun serait garantie par un revenu issu des richesses de la terre. Est-ce une société réalisable? À ce jour, je dirais que non. Selon moi, les transformations d'une société suivent une certaine continuité avec ses étapes passées. Du coup, passer d'une société capitaliste néolibérale à une société proto-communiste comme celle décrite par More me semble assez improbable. Après, si un effondrement a lieu, pourquoi pas? Ça se discute. En tout cas, voilà mon opinion sur le revenu universel. Et vous, quelle est la vôtre? N'hésitez pas à la partager en commentaire, je la lirai avec attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez appris des choses sur le revenu universel. Si vous souhaitez approfondir le sujet, toutes mes sources sont en description, ainsi que des outils simulant l'impact d'une proposition de revenu universel sur vous. L'un d'eux propose même de créer sa propre réforme socio-fiscale. De quoi s'occuper si vous vous ennuyez un dimanche après-midi. Je répondrai aussi à tous vos commentaires, remarques ou critiques, dans la bienveillance bien sûr. Merci encore, ciao!